Bonsoir, bonsoir messieurs, dames. Je vous souhaite la bienvenue à la médiathèque Françoise Sagan. On est très heureux de vous accueillir ce soir, aussi nombreux malgré les problèmes de transport que vous avez peut-être affrontés. Et on est surtout très heureux de vous accueillir pour cette soirée de conférence mi-littéraire, mi-scientifique qui intervient dans le cadre de la Semaine du cerveau. Je vais laisser tout de suite Laurence Lanfumet vous en dire un petit peu plus sur la Semaine du cerveau, sur ce qu'est cet événement. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, merci, et puis merci encore à la médiathèque Françoise Sagan de nous accueillir pour la deuxième année consécutive. C'est un endroit qui est vraiment magnifique, donc on est très content d'être encore là cette année. Alors, on est là dans le cadre de la Semaine du cerveau. La Semaine du cerveau, qu'est-ce que c'est? C'est une rencontre entre le public, donc le public, ce qu'on appelle le grand public, et les acteurs de la recherche en neurosciences. Et pourquoi? C'est pour vous faire connaître quelles sont les avancées de la recherche, vous expliquer un peu ce qu'est le cerveau, cet organe quand même complexe et difficile d'accès, et puis échanger pour avoir une discussion. Et c'est pour ça qu'on aime bien avoir des discussions en direct et vous recevoir, et pas seulement faire des vidéos. Donc la Semaine du cerveau, c'est 120 villes en France qui participent, qui élaborent un programme autour donc, de la recherche sur le cerveau. Ça se passe dans plein de pays, puisque c'est une semaine internationale qui existe donc dans tous les pays où il y a de la recherche, que ce soit aux États-Unis, en Australie, en Europe, enfin dans plein de pays. Et c'est beaucoup de bénévoles, hein. On est tous bénévoles pour vous accueillir, et on est sur le principe de gratuité, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on vous offre. Et c'est aussi très intéressant pour nous parce qu'on a toujours un retour et donc du public, et donc on est vraiment très très heureux de vous accueillir. Donc aujourd'hui, comme chaque année, via la Bibliocité, hein, les bibliothèques de Paris, on organise donc cette session qui s'appelle Cerveau à livre ouvert, et qui est basée donc sur un échange en littéraire et sciences. Aujourd'hui, on est très très content d'organiser quelque chose autour du stress, de sa gestion, même si on ne parle pas de gestion de stress, mais je vais quand même dire de sa gestion, et du Qigong. Et je laisse donc Guillaume Tixier, maintenant, qui va animer cette soirée, présenter les acteurs qui vont discuter autour de ce thème. Merci beaucoup, Laurent. Alors on a dit science, on a dit littérature, on va aussi parler de philosophie, bien sûr, puisqu'on va parler de Qigong. Nos intervenants, alors juste derrière moi, je la cache, Emmanuelle Rigaud, qui est comédienne, et qui va se charger de la partie un peu littéraire du programme, qui va ponctuer nos échanges de respiration. C'est important pour le Qigong, et c'est important aussi pour les neurosciences, on le verra, en nous offrant des textes littéraires, des méditations, des poèmes, un conte philosophique. Je n'en dis pas plus, vous découvrirez ça. Et à mes côtés, Henri Tsiang, que je vais vous présenter rapidement, même s'il est difficile à présenter rapidement parce qu'il a fait énormément de choses dans sa vie. Cet homme, il a commencé par jouer de la batterie, après il a fait des sciences, il a été directeur de l'unité de la rage à l'Institut Pasteur, et maintenant, quatrième vie parmi ses vies multiples, il enseigne le Qigong. Tout récemment, il a publié un ouvrage aux éditions Duno. On va voir la couverture qui va peut-être s'afficher par les effets magiques de la technologie, qui s'appelle « Descartes au pays du Qigong, les neurosciences et les arts énergétiques taoïstes ». Ça nous donne un peu le programme. Et à côté de lui, Sébastien Parnaudot, qui lui est chargé de recherche au CNRS, dans l'équipe Expression des gènes et comportements adaptatifs du laboratoire neurosciences de l'Institut de biologie Paris-Seine, j'ai tout dit, et qui en fait donc, est docteur en neurosciences,
spécialiste des effets du stress sur le cerveau et le comportement, ce qui tombe plutôt bien pour notre sujet. Donc on a 2 biologistes avec chacun des casquettes et des tropismes très différents. Voilà, donc le cocktail du soir, c'est stress, Qigong, neurosciences. C'est quand même des ingrédients assez différents, un cocktail un peu détonnant. Donc on a d'un côté un mécanisme comportemental, le stress. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une pathologie? Est-ce que c'est un mécanisme de défense? On verra. D'un autre côté, une pratique orientale millénaire, le Qigong. Je pense qu'il y a parmi vous peut-être des gens qui savent ce que c'est, qui le pratiquent, et puis d'autres qui vont comme moi le découvrir. Et on va voir comment tout ça s'articule par le prisme des neurosciences. Les neurosciences, c'est quoi? C'est un peu l'analyse des mécanismes de notre cerveau. Et ça va même un peu plus loin que le cerveau, hein. On peut dire notre système nerveux. On verra. Et donc c'est une aventure qui va nous embarquer dans une aventure où vont s'affronter peut-être la rationalité scientifique, Descartes, et la spiritualité, le Qigong, la rigueur scientifique et la poésie. On va le voir. Quoi d'autre? Nos organes et notre cerveau, le corps et l'esprit. Bref, un certain nombre de dualités qui ne sont pas sans rappeler le yin-yang, dont il sera également question puisque nous entrons en terre taoïste. Donc il y aura 3 étapes principales de notre voyage. On va commencer par examiner les concepts, poser les définitions. Le Qigong, c'est quoi? Le stress, c'est quoi? Le cerveau, comment ça marche? Et puis ensuite, on va regarder les interactions, s'il y en a, hein, entre le stress, le cerveau, le Qigong là-dedans, et comment tout ça s'articule. Et on va voir ce que les neurosciences peuvent nous dire du Qigong, et aussi peut-être ce que le Qigong peut nous dire des neurosciences. Ça, c'est si nous arrivons au terme de notre voyage, ce dont je ne doute pas. Et finalement, la dernière partie de cette rencontre, ce sera vos questions qui nous amèneront là en terre inconnue, ou moins balisée en tout cas. Et donc pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose de commencer par une petite méditation, puisque c'est de ça beaucoup qu'il sera question, avec Emmanuel Rigaud qui va prêter sa voix à Thich Nhat Hanh. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un moine bouddhiste vietnamien qui est assez connu pour avoir fondé en Dordogne le village des Pruniers, qui est le plus grand centre, le plus grand monastère bouddhiste d'Europe. Et donc elle va nous dire des extraits d'un recueil qui s'appelle « Un lotus s'épanouit ». Revenir à mon corps dans le moment présent. J'inspire. Je sais que j'inspire. J'expire. Je sais que j'expire. J'inspire. Je suis attentif à toute mon inspiration, du début jusqu'à la fin. J'expire. Je suis attentif à mon expiration, du début jusqu'à la fin. J'inspire. Je suis conscient de tout mon corps. J'expire. Je détends tout mon corps. J'inspire. Je me sens calme. J'expire. Je souris. J'inspire. Je m'établis dans le moment présent. J'expire. C'est un moment merveilleux. M'établir dans le moment présent. J'inspire. Ma respiration devient profonde. J'expire. Ma respiration devient plus douce. J'inspire. Je me sens calme. J'expire. Je relâche toutes les tensions dans mon corps. J'inspire. Je souris. J'expire. Je suis libre. J'inspire. Je m'établis dans le moment présent. J'expire. Je sais que c'est un moment merveilleux. Merci beaucoup. Et donc là, je pense qu'on commence à rentrer dans notre sujet. On a eu de l'inspiration, de l'expiration, de la conscience, de l'attention, du relâchement. Henri Tsiang, est-ce que c'est pas la définition du Qigong qui vient de nous être donnée par cette méditation? Donc expliquez-nous ce que c'est que ce fameux Qigong. En effet, c'est un peu
si on traduit littéralement, c'est le travail du souffle. Et c'est très difficile d'expliquer ce qu'est le Qigong en lui-même, parce qu'il embrasse beaucoup de domaines. C'est une gestuelle, bien sûr. On peut dire que c'est de la gymnastique. Et c'est loin d'être uniquement de la gymnastique. C'est aussi la médecine, parce que les pratiques de Qigong ont beaucoup de relations avec ce qu'on appelle la médecine traditionnelle chinoise. On dit traditionnelle, mais en réalité, comme elle est contemporaine aussi, on peut dire tout simplement médecine chinoise. C'est aussi une approche des arts martiaux. Parce que les personnes qui pratiquent les arts martiaux externes, font très souvent appel au Qigong pour travailler leur respiration, leur posture et tout un travail interne qui se concrétise par soit une immobilité totale, apparente, soit des mouvements qui vont rappeler des mouvements d'arts martiaux. Donc c'est un vaste domaine qui embrasse énormément de disciplines, dont les principales peuvent être la médecine chinoise, ce qu'on appelle aujourd'hui le bien-être, et qui entre également dans le cadre de la méditation, de toute une posture philosophique qui fait que le Qigong est une façon de vivre que l'on peut transposer dans la quotidienneté. Et vous-même, Henri, j'ai évoqué rapidement vos multiples vies. Comment vous avez rencontré le Qigong et comment vous en êtes venu à l'enseigner? C'est par un échec. J'ai commencé avec un échec. Après une carrière de chercheur scientifique, quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien faire? Avant, je faisais de la batterie dans un orchestre de jazz et j'étais toujours frustré de ne pas pouvoir jouer d'un instrument harmonique. Je voulais apprendre le piano. Eh bien, j'ai effectivement, après ma retraite, essayé d'apprendre le piano à 65 ans. Ça a été un échec total. Et c'est là, par dépit, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Alors j'ai essayé le tai chi, j'ai essayé le qigong. J'ai abandonné le tai chi parce que je me suis rendu compte qu'on passait beaucoup de temps à essayer de mémoriser la figure suivante qu'on va faire. Tandis qu'avec le qigong, on entre beaucoup plus à l'intérieur du corps, à l'intérieur de son mental, et on avait le temps de sentir ce qu'on est en train de faire. Et ça m'avait beaucoup plu, et je me suis complètement lancé dans cette discipline. Et donc, vous vous lancez dans cette discipline au point d'en devenir un maître, puisque vous l'enseignez. Et je ne sais pas si le terme de maître, je suis sûr que vous n'allez pas me reprendre, mais en tout cas, vous enseignez cette pratique. Et vous avez écrit un ouvrage pour essayer de regarder cette pratique avec vos yeux de cartésien, d'une certaine manière, avec vos yeux de scientifique. Qu'est-ce qui vous a emmené dans cette démarche? Je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte d'opposition entre les personnes qui pratiquent les arts énergétiques et les scientifiques, les uns rejetant un petit peu ce que font les autres. Je pense que c'est nécessaire de faire un pont entre les deux pour qu'il y ait une sorte de regard croisé qui permettent aux personnes qui pratiquent des arts énergétiques de comprendre la démarche scientifique et aussi, un petit peu plus difficilement, que les scientifiques comprennent ce que font les taoïstes. C'est un peu ce qu'on va essayer de faire ce soir. Oui, c'est ça. Donc là, vous nous avez un peu défini le Qigong. Et maintenant, je vais demander à Sébastien Parnaudot, qui lui n'est pas du tout un maître du Qigong, mais il a lu votre livre
Donc il a déjà fait, lui, un pas vers vous. Vous avez déjà fait un pas vers la science. Donc je pense qu'on va arriver à se rencontrer. Et vous, Sébastien, vous êtes un spécialiste du stress. Et donc avant de discuter des effets éventuels du Qigong sur le stress, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce stress? Je crois que c'est un mot anglais qui vient de la mécanique. De la physique, ouais, à la base. Tout d'abord, bonsoir tout le monde. Et donc oui, comme vous le dites, je suis absolument pas spécialiste du Qigong que j'ai découvert au travers du livre de Monsieur Henry Tsiang. J'y ai trouvé un point qui a été frappant, et peut-être qu'on va revenir dessus un peu plus tard, c'est que certes, il y a des différences entre l'approche, on va dire, cartésienne scientifique et l'approche traditionnelle chinoise, enfin traditionnelle ou pas traditionnelle, enfin. Ce qu'il y a en commun, c'est des concepts, en fait. J'ai trouvé qu'il y avait des concepts vraiment très proches dans les deux cas. Et le stress, je trouve, est un bon point d'accroche par rapport à ces concepts-là. Donc le stress, qu'est-ce que c'est? Alors, ce mot-là, il est dans le langage commun. Tout le monde aura remarqué que le stress, c'est utilisé à la fois pour décrire un état de tension. Hein, je suis stressé. Actuellement, je le suis un petit peu. Détendez-vous, soufflez, demandez à Henri. Et c'est aussi un terme qui est utilisé pour définir l'élément qui déclenche cet état de tension en lui-même. Par exemple, les transports en commun à Paris sont un stress quotidien, surtout en ce moment, c'est d'actualité. Et ce terme-là, en fait, il nous vient de la biologie, donc il a été transposé de la biologie au langage commun, et la biologie l'avait lui-même emprunté à la physique. À la base, le stress, c'était la force qu'on exerçait sur un matériau, par exemple une barre de fer, et la réponse de cette barre de fer, la déformation de la barre de fer, était appelée le strain. Et ces concepts-là ont été repris par des chercheurs au début du XXe siècle, donc Walter Cannon et Hans Selye, pour les nommer. Et eux, ils ont défini le stress comme une réponse physiologique à un changement environnemental, pour faire très général, très large. Et donc en fait, cette fois-ci, ils ont transformé donc ce qui était le strain en physique est devenu le stress en biologie, c'est-à-dire la réponse physiologique. Et donc c'est ce qu'on va voir, ils ont défini pas mal de médiateurs différents de cette réponse au stress, et ont montré que c'était à la fois adaptatif, mais aussi parfois pathologique. Donc le stress, c'est une réponse à une tension, plus qu'une tension elle-même? C'est une réponse à une tension. En fait, Hans Selye avait introduit un néologisme pour définir l'élément qui déclenchait la tension. Il l'a appelé un stressor en anglais. Bon, c'est pas très joli, de façon générale, on utilise les deux, même en biologie, on a tendance à utiliser les deux. Henri, je vois que vous avez envie de réagir. J'apprends quelque chose parce que je ne connaissais pas cette histoire de l'origine du terme stress. Or, c'est intéressant parce que tu es en train de décrire le stress au départ comme une pression. Or, en chinois, le terme stress se traduit par pression de la force. Donc, ça répond exactement à une notion tout à fait physique du terme stress. Tout à fait. C'est étonnant. Hein. On progresse, hein. Vous remarquez qu'on progresse à grands pas. Et on découvre. Et on découvre. Et donc le stress, c'est une réponse à un déséquilibre, en fait. Alors, pas un déséquilibre, c'est une réponse à un changement environnemental. Donc l'idée, c'est de garder certaines constances dans un environnement qui va changer en permanence. Donc de façon générale, on a tendance à dire que le stress est négatif, hein, on a souvent cette connotation un peu négative dans le langage commun. En fait, c'est pas forcément négatif, c'est même plutôt vital. Donc je vous ai parlé d'adaptation, c'est vital de s'adapter de façon générale à son environnement. Je peux même aller un peu plus loin, par exemple, donc moi je travaille principalement en recherche sur des modèles animaux. On peut faire des animaux des modèles de souris chez qui on va invalider un gène donné. Et si par exemple on fait une souris qui a un récepteur d'une hormone appelée glucocorticoïde, qui est l'hormone de stress, si on fait une souris qui n'a plus le récepteur de cette hormone, ces souris ne sont pas viables. En fait, elles ne sont pas viables parce qu'il y a un problème de maturation du poumon qui les empêche de survivre de façon générale.
Et c'est d'ailleurs aussi pour ça, par exemple, qu'on va donner des glucocorticoïdes à des nouveau-nés prématurés qui n'ont pas encore les poumons complètement maturés. On leur donne des glucocorticoïdes pour qu'il y ait une maturation plus rapide. Donc le stress est complètement vital dans ce contexte-là. Sinon, il y a aussi un exemple que j'aime bien moi donner en cours, et peut-être que ça va parler à certains d'entre vous. Moi, ça me parle de par mon parcours, mon ancien parcours d'étudiant avant d'être ici. Beaucoup d'entre nous avons vécu des examens oraux dans une matière scolaire, peu importe laquelle. Et c'est une matière dans laquelle on se sent plutôt bon. Et il faut quand même travailler parce qu'il y a beaucoup de boulot. Donc on a bien travaillé, on arrive bien préparé, relativement serein. Bon, il n'empêche que le jour de l'examen en question, on a le cœur qui bat, donc on va avoir tous les systèmes de stress qui se mettent en branle, mais on se sent en contrôle, et là, on se retrouve dans une situation où on va pouvoir répondre avec une acuité extraordinaire aux questions. On va être surpris nous-mêmes de notre capacité à répondre aux questions et par notre vivacité d'esprit. En revanche, on a tous connu le schéma inverse. On était plutôt sur une matière qu'on connaissait pas bien. On se sent pas très bon. On a beaucoup bossé, mais bon, on se sent pas terrible. On arrive un peu paniqué. Sans doute pas assez. Voilà, c'est possible. Et en tout cas, on se retrouve là cette fois-ci avec le schéma inverse, où même des questions qui pourtant sont évidentes et auxquelles on arriverait très bien à répondre au coin d'un feu avec des amis, là, on se retrouve complètement sclérosé par le stress et par ne plus pouvoir répondre. Donc là, on voit bien qu'il y a un double effet du stress, avec d'un côté un effet très positif, à la bonne dose de stress, on va dire, et un effet plutôt délétère qui peut même verser dans le pathologique dans des cas extrêmes. Donc on a déjà quelques balises hein, sur le stress. On a évoqué le poumon. Je pense que Henri va avoir envie de réagir là-dessus, puisque le poumon, la respiration, le Qigong, ça fait sens. Mais je vous propose, avant de poursuivre, d'écouter un deuxième texte. Et cette fois-ci, Emmanuel Rigaud va nous dire un texte de Ludovic Janvier, qui est un poète que j'ai découvert, moi, à cette occasion, qui est né à Paris en 1934 et qui nous a quittés à l'âge de 82 ans en 2016, et qui est un spécialiste de Samuel Beckett, et qui est l'auteur de plusieurs recueils de poèmes, mais aussi de romans et de nouvelles, je crois d'une pièce de théâtre. Et donc, Ludovic Janvier, Emmanuel Rigaud. Dans respirer, m'a dit Goethe, il y a deux grâces. L'air qu'on s'incorpore et celui qu'on lâche. La peine que j'ai, moi, c'est à rendre l'âme que l'air m'a prêtée. J'oublie d'expirer. Pour que j'y consente, il faut au moins le calme d'un sous-bois, la nage ou l'obstination d'une course lente. Un ventre vous crache à l'air libre, on vous gifle, cri oblige. On fera qu'il accepte, le petit salaud, d'avaler puis de relâcher. Attrape et souviens-toi que tu essouffles. Savez-vous comment les cogneurs vous nomment, l'oublieux bébé qui tarde à l'ouvrir? Étonné, disent-ils. Il arrive étonné. Là, il parle de moi, qui m'étonne encore, malgré mon long passé dans la respiration. Un rien m'éberlue, un rien m'asphyxie. Peut-être je me souviens de ce premier cri, à moins qu'ils aient cogné un peu trop fort sur moi, qui fait le bègue à la moindre alerte, moi qui fais le muet dès qu'on me regarde. Ah, le plaisir brutal de bâiller sous les arbres. Et celui de vider son sac à air tout un dimanche, à fond perdu, dans la chambre d'ennui. Mais c'est vrai que pour aller au bout des souffles, il faut une musique au large de soi, qui vous insuffle et lente vous soulève. L'ange qu'elle offre est un chanteur. Je suis né poumon, comme tout le monde. La grâce attendue tardait à venir, jusqu'au jour où, pour mieux m'entendre,
J'ai marché mot à mot sur des pages, au hasard. Voilà que d'un seul coup, ça respirait tranquille. J'avais trouvé. Je continue. J'inspire. J'expire. Calmement. Sous le vent des paroles. Henri Thiam, on dit souvent que le poète a toujours raison. Et là nous avons un poète qui fait la fusion entre le premier cri du nourrisson, le cri primal, et le dernier cri, d'ailleurs en français, on dit rendre l'âme, oui. On parle du dernier souffle. Est-ce que le vocabulaire français, la poésie française, finalement, retrouve la pensée chinoise? Est-ce que le chi du Qigong, est-ce que le souffle chinois, c'est tout ça? La respiration, le chi, c'est quelque chose de totalement universel. Tout le monde respire, tout le monde a besoin de respirer. Il y a un aspect symbolique dans la respiration, il y a un aspect, comment dirais-je, médical, il y a un aspect physique, anatomique. Et ce qui m'a, pour faire le lien avec les neurosciences tout de suite, ce qui m'a étonné dans la respiration, c'est que dans toutes les disciplines gestuelles, pratiques sophrologiques ou autres, tout le monde dit il faut respirer. On sait très bien que si on ne respire pas, ça va aller mal. Donc pourquoi est-ce qu'on se dit il faut respirer? Et j'ai essayé de chercher ça dans les neurosciences pour comprendre pourquoi est-ce qu'on dit il faut respirer. J'ai trouvé la solution. Je me suis rendu compte que lorsqu'on respirait de façon automatique, donc sans y penser, ce que nous faisons en permanence toute la journée, tous les jours, même en dormant, eh bien on fait activer des noyaux neuronaux qui se trouvent dans le bulbe, sous le cervelet. Ce sont ces centres qui contrôlent les mécanismes de la respiration. On est en train d'inspirer, d'expirer. On accélère la respiration parce qu'on a besoin de plus d'oxygène si on se met à courir ou si on a peur, et ainsi de suite. Eh bien, tout ça, ça se passe de façon automatique, par un circuit nerveux qui régule donc le fonctionnement des muscles qui font respirer, le muscle du diaphragme, les muscles intercostaux, les muscles des épaules. Et tout ceci se passe de façon automatique. Sauf quand on décide de retenir son souffle. Parce que quand on retient son souffle, on le fait de façon volontaire. Et qu'est-ce qui se passe quand on respire de façon volontaire? Eh bien, le centre de décision se trouve, un centre de décision se trouve stimulé au niveau du cortex frontal. On prend la décision de respirer. Et à ce moment-là, ce sont les neurones du cortex qui vont fonctionner, qui vont court-circuiter les neurones des noyaux bulbaires, et qui vont faire en sorte que vous êtes en train de contrôler totalement vos muscles respiratoires, qui vous permettent de respirer plus vite, ou bien de retenir votre souffle. Eh bien, le fait de respirer de façon volontaire va stimuler les neurones du cortex. Voilà pourquoi on dit respirer. Parce que quand on dit respirer et qu'on est conscient de sa respiration, on est en train de respirer de façon volontaire, consciente, et on est en train de stimuler le cortex, pas seulement frontal, mais il y a des échanges d'informations qui vont passer entre les neurones du cortex et les noyaux profonds. Ce qui fait que la respiration va intervenir sur d'autres fonctions que simplement celle de la respiration. Voilà comment les neurosciences permettent de faire comprendre quelque chose qui était fait de façon empirique et qui avait
pris des dimensions qui vont au-delà de simplement la fonction respiratoire, c'est-à-dire des fonctions spirituelles, parce que la respiration va changer également la perception que nous avons du monde extérieur. Si on est hyper oxygéné, par exemple, nous allons baisser nos niveaux de résistance face aux informations qui nous arrivent dans le cerveau. Sébastien, vous avez commencé à évoquer les mécanismes hormonaux du stress. Est-ce que vous avez des éléments sur le rôle de la respiration dans le stress, dans les mécanismes du stress, ou plus généralement, quels sont l'ensemble des mécanismes en œuvre dans cette régulation qu'est le stress? Alors, Henri Tsiang a déjà apporté quelques points importants sur les aspects plutôt neuronaux du contrôle de la respiration et ce qui est à la base de la respiration. Je peux peut-être essayer de mettre des mots un peu dessus. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure d'hormones glucocorticoïdes. En fait, le stress, c'est une symphonie d'hormones, de neurotransmetteurs, de neuropeptides. Il y a vraiment tout un cocktail qui est synthétisé. Ce qui est assez marrant parce qu'à la base, le stress était défini comme une réponse qui n'était pas très spécifique. En fait, elle est très spécifique de la situation, elle est très spécifique de la personne à un instant T. Donc on devrait dire des stress? Il y a des stress, il y a autant de stress qu'il y a de situations et de personnes. C'est une combinaison absolument infinie. Et dans le cadre ici du contrôle de la respiration, donc on a parlé de respiration involontaire, on parle du système nerveux autonome. Donc c'est un système nerveux qui part effectivement du bulbe et qui va aller innerver l'ensemble des organes. Il y a deux systèmes. Un système qui est activé en cas de stress, c'est le système qu'on appelle sympathique. Donc c'est le système, vous aurez certainement pour beaucoup d'entre vous entendu parler de ce transmetteur-là, qui est l'adrénaline. Hein, la fameuse adrénaline qui est libérée quand on a un coup de stress, quand on fait un saut à l'élastique, ou peu importe. Donc ce système sympathique, il va provoquer notamment l'accélération de la respiration, il va accélérer aussi le rythme cardiaque, il va permettre une augmentation de l'oxygénation. Le but ici, c'est de faire en sorte que l'organisme soit prêt à faire face au stress en question. Donc soit lutter, soit fuir. On parle de fight or flight. Donc ça, c'était justement le concept de Walter Cannon. Et alors, tout ça, c'est très bien, mais il ne faut pas que ce système perdure en permanence. Et le corps est plutôt bien fait. C'est fait de mécanismes opposants. Et il y a un système opposant dans le système autonome, qui est le système parasympathique, qui lui va avoir l'effet inverse et va être plutôt impliqué dans le repos. Donc lui, au contraire, il va plutôt calmer les battements du cœur, il va calmer la respiration, etc. Donc ça, c'est le contrôle, on va dire, du cerveau sur la respiration. Ensuite, pour le contrôle de la respiration sur la réponse au stress, là, la question est un peu plus délicate et un peu plus difficile. Notamment d'un point de vue biologique, c'est compliqué parce que notamment, par exemple, sur des modèles animaux, ça va être difficile de demander à une souris de retenir sa respiration. J'ai déjà essayé, c'est pas simple. Ce qu'on peut imaginer, et Henri Tsiang l'a dit, premièrement, la respiration, ça permet d'apporter de l'oxygène au cerveau, donc ça va modifier l'activité du cerveau via les apports d'oxygène. Mais il y a aussi, notamment, donc, dans le système parasympathique, il y a le nerf vague qui va innerver donc, les organes périphériques, mais il va aussi remonter des informations de la périphérie vers le cerveau. Et du coup, par ce biais-là, il serait tout à fait possible, alors ça reste très vague, j'ai pas de démonstration infaillible en tête, mais c'est tout à fait possible que via le nerf vague, il y ait des informations qui permettent de réguler certaines régions du cerveau en retour de l'activité respiratoire et éventuellement, pourquoi pas, moduler certaines sécrétions d'hormones ou de peptides en réponse au stress, donc peut-être calmer ou au contraire exacerber. Henri Tsiang, vous avez des éléments de preuve des effets de la méditation ou de la respiration sur le stress? Dans les pratiques de Qigong, mis à part pour la méditation, il y a eu très peu d'expérience dans ces domaines-là. Mais c'est clair que de façon très, très pratique, et chaque fois que nous pratiquons, nous sommes en train de diminuer le stress par une respiration plus lente, par des gestes plus lents, par le contrôle de la respiration, par le contrôle
ce qu'on appelle aujourd'hui la cohérence cardiaque. On régule également la variabilité cardiaque. Et tous ces éléments contribuent à diminuer la tension, la pression dans laquelle on se trouve. Et est-ce que finalement la médecine chinoise, c'est pas une médecine qui cherche à maintenir des équilibres? Tout à fait. Et ce qu'a évoqué Sébastien tout à l'heure, le système, l'antagonisme, ou plutôt l'équilibre entre le système sympathique et le système parasympathique, c'est exactement une illustration de ce qu'est le yin-yang, l'opposition yin-yang, qui correspond à un équilibre d'un état physiologique, que ce soit pour le fonctionnement de la respiration, du fonctionnement du foie ou de n'importe quelle fonction physiologique. C'est toujours un équilibre. Mais on retrouve ça aussi dans la médecine occidentale, hein. C'est l'homéostasie, c'est Claude Bernard, c'est ça? Oui, tout à fait. C'était justement l'un des points qui m'avait frappé C'est un des chapitres de votre ouvrage. Hein. Oui, tout à fait. C'est un des points qui est frappant, qui est qu'il y a vraiment un concept de base qui est commun, qui est justement ce maintien de l'équilibre dans un changement, dans un environnement particulièrement changeant, perpétuellement changeant. Est-ce qu'on peut définir un peu ce que c'est que l'homéostasie? Parce qu'en fait, il y a plusieurs systèmes, hein, dans le corps. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a des systèmes dans la médecine chinoise, il y a 5 éléments, il y a des méridiens, et il y a aussi des systèmes dans la médecine occidentale ancienne. Aristote aussi avait des éléments, 4, qui ne sont pas les mêmes. Mais aujourd'hui, on a aussi des grands systèmes qui sont, je ne sais plus, il y a le système sanguin, le système nerveux, il y a tout un tas de systèmes qui régulent notre corps. Et donc l'homéostasie, c'est quoi? C'est l'harmonie entre ces systèmes, si je puis utiliser un terme un peu chinois pour le coup. Alors, d'un point de vue biologique, c'est un équilibre dynamique, l'homéostasie. Le corps est fait d'homéostasie, tout est homéostasie dans le corps. Donc je vous ai parlé de la réponse au stress. Encore une fois, le stress, c'est une adaptation à l'environnement. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir donc cette fameuse première réponse qui est la libération d'adrénaline pour préparer à l'action et pour préparer à lutter ou à fuir. Mais si le stress continue, il y a d'autres systèmes qui prennent le relais, et notamment les glucocorticoïdes, qui sont des hormones, donc c'est un peu plus lent d'action. Ces glucocorticoïdes, ils vont aller agir sur tous les organes de l'organisme de façon générale. Ils vont permettre la synthèse de glucose pour permettre d'avoir de l'énergie. Ils sont sécrétés par la glande surrénale. Par la glande surrénale, oui, tout à fait. Alors là, il y a encore un beau lien entre cerveau et corps, puisque en fait, c'est un axe neuro-endocrinien. Donc le stress, il est perçu par le système sensoriel. Ça peut être un stress interne, hein, ça peut être une inflammation aussi, mais en tout cas, quand ça vient de l'extérieur, c'est perçu par exemple par les yeux, on voit un serpent. Et il va y avoir l'activation d'un groupe de neurones à l'hypothalamus qui est à la base du cerveau. On parle souvent du cerveau reptilien quand on parle de l'hypothalamus. Il y a un noyau qui va synthétiser un peptide. Alors pas besoin de retenir le nom, c'est le CRH. Ce CRH va aller stimuler une glande qui est à la base du cerveau, qui est l'hypophyse. Et ça va provoquer la libération d'une autre hormone dans le sang, la CTH, qui va permettre la synthèse et la libération de glucocorticoïdes en réponse au stress. Ces glucocorticoïdes, ils vont jouer donc sur le métabolisme, sur l'énergie. Ils vont jouer sur l'inflammation, c'est les plus puissants anti-inflammatoires connus encore à ce jour. Ils vont aussi aller au niveau du cerveau pour réguler les comportements. Et même quand on regarde un petit peu à différentes échelles biologiques, l'homéostasie se trouve absolument partout parce que ces glucocorticoïdes, ils agissent en se fixant un récepteur qui est ce qu'on appelle un facteur de transcription. En fait, un facteur de transcription, ça va modifier l'expression des gènes, donc ça va modifier la matière des cellules. Et donc ça, c'est quelque chose de relativement stable. C'est un changement qui peut être plus ou moins pérenne et qui va permettre de s'adapter à la durée du stress. Et ces changements d'un point de vue de l'expression des gènes, on parle aussi beaucoup d'épigénétique, ça va provoquer aussi des changements structurels et des changements d'activité au niveau cérébral. Cette fois-ci, on parle de plasticité synaptique, qui est là aussi une réponse homéostatique des neurones. C'est-à-dire qu'en fonction de la demande environnementale, on va avoir des neurones, des synapses qui vont se créer, et donc des neurones qui vont mieux communiquer les uns avec les autres. Au contraire, d'autres réseaux neuronaux qui vont disparaître, ou en tout cas s'atténuer en réponse à ces changements-là. Donc, tout est vraiment homéostasie pour le coup dans le corps.
J'imagine que ça résonne assez fort avec le Qigong et la médecine chinoise dans son ensemble. Tout à l'heure, j'ai évoqué les 5 éléments de la médecine chinoise. C'est des éléments qui sont liés à des organes. Et alors moi, j'ai un gros reproche à faire à la médecine chinoise, c'est qu'ils ont oublié le cerveau. C'est la semaine du cerveau qui nous réunit, et le cerveau ne fait pas partie des organes importants pour la médecine chinoise. Absolument. Expliquez-nous ça. Parce que le cerveau se trouve partout. Le cerveau, qu'est-ce que c'est? C'est finalement un terminal qui n'existerait pas s'il n'y avait pas les périphériques. Il n'aurait aucune fonction. Donc, on peut dire que dans la médecine chinoise, toutes les fonctions, la plupart des fonctions qui sont attribuées au cerveau, comme la peur, ou bien la colère, ou des émotions, eh bien, ce sont des éléments qui sont distribués plutôt dans les organes. Par exemple, à juste titre, le couple rein-vessie est lié à la peur. On a des images, ça évoque des images. Voilà, tout à fait. Donc, vous voyez, il y a plein de choses comme ça, plein d'éléments qui ont leur logique interne. Et le rôle du rein, en tout cas de la glande surrénale, est apparemment manifeste. Oui, tout à fait. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est renforcer ce que vient de dire Sébastien sur le côté universel de l'homéostasie. C'est que dans la médecine chinoise, tout est yin-yang. Et donc on retrouve absolument tous les éléments de base qui font fonctionner notre organisme pour que ça fonctionne, comme tu dis, de façon harmonieuse, mais on peut aussi dire de façon équilibrée. Et alors, comment expliquer que l'acupuncture a une grande place dans la médecine chinoise avec le système des méridiens qui sont liés à ces organes qu'on a évoqués rapidement. Oui, oui. Comment expliquer que ces méridiens n'ont pas de réalité dans notre système anatomique? Ça, c'est le Est-ce que ça veut dire que c'est Descartes qui ne s'est pas bien regardé, ou est-ce que finalement c'est que ça, c'est le grand mystère de la médecine chinoise, parce que tout est basé sur l'invisibilité. Les méridiens, on n'a pas de support anatomique de ce que sont les méridiens. On a pu retracer leur parcours par des colorations avec des colorants fluorescents qui permettent de voir leur parcours, mais il ne semblerait pas qu'il y ait de support anatomique, mécanique de ces parcours. Donc on reste dans le mystère, c'est totalement mystérieux. Les Chinois ont même inventé un organe pour que le système des méridiens soit harmonieux. Ils nous ont inventé le triple réchauffeur, c'est ça? Tout à fait. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Alors, avec le système des 5 éléments, la médecine est basée sur le fait qu'il y a des interactions entre chacun de ces éléments. Le cœur, le foie, la rate, le rein, etc. Et que tout est basé sur une interrelation organisée entre ces différents organes. Et donc c'est un système en réseau. Mais d'après leur logique dans le fonctionnement de ce système en réseau, il y avait des choses qu'ils ne comprenaient pas. Et il a fallu inventer un système de méridiens qui n'a pas d'organes correspondants pour expliquer ce qui manquait à cette logique du fonctionnement des réseaux. Et donc, ils ont créé un organe virtuel qui s'appelle le triple réchauffeur et qui va fonctionner de façon virtuelle pour remplacer un vide fonctionnel dans la logique de la médecine chinoise. Ça me fait beaucoup plus penser aux mathématiques, où on va injecter une inconnue pour résoudre un problème, on va inventer X qu'on va rajouter pour résoudre l'équation. Ça me fait beaucoup plus penser aux mathématiques qu'à la médecine finalement. Mais peut-être que c'est parce que la conception chinoise de la médecine n'est pas la même que la conception occidentale.
D'un côté, on soigne, et de l'autre côté, on évite de tomber malade? Alors oui, il y a ça, c'est le côté médecine, effectivement, mais la médecine chinoise soigne également les malades. Oui. Donc elle a l'avantage d'être en même temps une médecine préventive et une médecine curative. La grosse différence entre les deux médecines, est, à mon avis, est la suivante, c'est qu'en Occident, on a disséqué le corps humain, disséquer les organes correspondants, puis avec l'invention du microscope, on a découvert les cellules. Et ensuite, avec la biologie moléculaire, on a compris le fonctionnement moléculaire de l'organisme. C'est-à-dire que petit à petit, on est allé vers les aspects les plus petits, les plus réduits du corps humain. Tandis qu'en médecine chinoise, ou en sciences humaines chinoises, on a plutôt travaillé sur les relations entre les organes. Ce qui fait que en médecine occidentale, on a eu des médecins spécialisés pour le cœur, pour les reins, pour tel ou tel muscle même, spécialiste de la main, spécialiste de tout. Non, d'une partie de notre corps. Alors qu'en médecine chinoise, cette question ne se pose pas de cette façon-là, parce qu'on est surtout en train d'analyser les interactions entre les organes. Donc ce qui est invisible. C'est ce qui fait la grosse différence entre les deux médecines. Sébastien, pardon, donc vous travaillez, bon alors évidemment vos souris sont visibles, mais quand vous travaillez sur des récepteurs moléculaires ou des libérations d'hormones, vous travaillez aussi avec l'invisible finalement. Alors oui, mais comme dit Henri Xiang, c'est vrai que la recherche en biologie, donc, qui permet de faire avancer aussi effectivement la médecine, il y a eu des outils qui ont été développés justement. Au lieu d'inventer le triple réchauffeur, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché à voir l'invisible en fait. Exactement. Enfin, si j'essaye un petit peu de comprendre Donc on essaye de voir l'invisible, on essaye de le comprendre. Des fois, on essaye de le comprendre un petit peu à rebours. Il y a quand même aussi un côté empirique dans la médecine. Alors je ne suis pas du tout médecin, je vais pas m'étaler trop là-dessus, mais il y a beaucoup de drogues psychoactives, par exemple, qui ont été un peu découvertes au hasard, de façon empirique, et sur lesquelles on continue à faire de recherches pour savoir exactement comment elles fonctionnent et quel va être leur mode d'action d'un point de vue alors à toutes les échelles. On a un médicament qui fonctionne pour telle ou telle pathologie et on s'aperçoit que ces effets secondaires sont bénéfiques dans telle autre pathologie pour laquelle il n'avait pas du tout été conçu. Tout à fait. Ça a été le cas, les premiers antipsychotiques, la chlorprosamine a été découverte, je crois que c'était Henri Laborie, complètement par hasard. Il y a beaucoup d'antidépresseurs aussi dont on continue d'étudier les effets au niveau cérébral et même en périphérique pour essayer de comprendre vraiment l'ensemble de leur mode d'action. Est-ce que c'est pas un peu ça la grande différence entre les deux pensées, les deux philosophies, la philosophie occidentale d'un côté, la philosophie orientale de l'autre? C'est qu'il y en a une qui est très analytique et l'autre qui est beaucoup plus finalement pragmatique d'une certaine manière, qui ne cherche pas à comprendre, qui ne fait que constater. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire une différence entre la démarche de la recherche scientifique et la démarche médicale qui a une grande part d'empirisme. Il ne faut pas oublier que toute la chirurgie, c'est de l'empirisme. Oui, en fait, oui, c'est un point important. Il y a deux choses. Il y a à la fois l'opposition entre la médecine chinoise et la médecine occidentale, et en fait l'opposition, la complémentarité, on va dire, plutôt de la recherche et de la médecine, qui sont deux domaines qui sont assez différents pour le coup, mais complémentaires. J'ai envie de faire une petite expérience. Si ça ne vous plaît pas, Henri, vous me dites et on ne le fait pas, mais est-ce que vous pourriez nous montrer, nous faire à tous en fait, peut-être ressentir le qi, ou c'est peut-être compliqué en un geste, mais de quoi s'agit-il quand on parle d'un geste de qigong? Est-ce qu'il y a un geste qu'on pourrait faire sous votre direction, là, en 3 minutes, pour essayer de comprendre de quoi il s'agit?
Peut-être que c'est plus simple si on essaye. C'est plus compliqué de travailler sur le souffle, etc. parce que ça demande ça demande un investissement en temps un peu long. En revanche, je vais vous montrer peut-être quelque chose que vous pouvez tous faire pour comprendre de quelle façon je travaille. Je vous invite à vous livrer à cet exercice. C'est extrêmement simple. Vous tournez la tête à gauche et à droite. Bien, est-ce que vous avez remarqué une chose de particulière, c'est que vous avez tourné la tête d'un côté et puis vous avez tourné la tête de l'autre côté sans avoir pris la décision de le faire. C'était un geste automatique, non? Eh bien, recommencez, maintenant vous le faites volontairement. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On est en train de faire travailler le cortex frontal. C'est-à-dire qu'au lieu de faire fonctionner votre système automatique de gestuel, vous êtes en train de faire travailler des neurones où vous prenez la décision de vous arrêter et vous prenez la décision de tourner la tête. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez arrêté de tourner la tête? Pourquoi est-ce que vous avez changé de direction? Parce qu'on vous écoutait et on ne sait faire qu'une chose à la fois. Non, c'est pas à cause de ça. C'est parce que dans les muscles, du coup, nous avons des capteurs de tension musculaire qui va vous informer sur le fait que si vous allez un peu trop loin, vous risquez d'abîmer l'articulation. Donc c'est un système de protection qui fait que vous ne pouvez pas aller plus loin. Essayez de forcer, vous allez voir, vous ne pourrez pas aller très très loin. Donc ce système de capteurs va créer une tension musculaire qui vous empêche d'aller plus loin. Maintenant, placez votre tête sur le côté sans forcer et maintenant continuez à tourner. Vous pouvez vous rendre compte que vous avez court-circuité le système de protection. Et ceci fonctionne pour toutes les articulations, pour tous les muscles du corps. Autrement dit, nous avons un système de protection que nous pouvons modifier. Et à ce moment-là, si vous faites un geste avec le bras, votre geste pourra être plus ample si vous ralentissez le mouvement et si vous poussez plus loin, sans avoir à forcer. Alors, je crois que ça marche aussi mentalement. C'est-à-dire que si vous essayez de forcer les choses, mentalement, ça va moins bien marcher que si vous forcez. Par exemple, si vous obligez quelqu'un à faire quelque chose, ça va moins bien se passer que si vous lui expliquez tranquillement ce qu'il faut faire. Si vous essayez de dormir, et que vous essayez de vous efforcer de dormir alors que vous n'y arrivez pas, ce n'est pas en forçant que vous allez y arriver. Il faut relâcher sa respiration, il faut relâcher son mental, et là vous aurez plus de chances de vous endormir plus facilement. Merci beaucoup. C'est une façon de percevoir le Qigong qui n'est pas complètement taoïste et qui se rapproche un petit peu des mécanismes musculaire de ce qu'on connaît des sciences de la vie, de la façon dont nous fonctionnons, musculairement, mentalement, physiologiquement. En tout cas, vous nous avez pu nous faire toucher, nous faire sentir les bénéfices du relâchement. On a tous gagné quelques centimètres quand on a voulu tourner la tête. Mais il faut le faire tous les jours parce que ça s'oublie aussi. J'imagine bien qu'on ne fait pas du Qigong en 3 minutes. Et maintenant, on va poursuivre avec vous. On va poursuivre notre exploration du cerveau d'une manière un peu inattendue, parce que pour comprendre la Chine et pour comprendre le cerveau, on va partir en Afrique avec un conte d'Amadou Hampâté-Bâ. Amadou Hampâté-Bâ, c'est ce formidable écrivain qui est né au Mali en 1901 et qui est surnommé le sage de l'Afrique. C'est lui qui a dit chaque fois qu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle.
Et donc on va évidemment faire appel à sa sagesse pour nous éclairer. Un soir, après un dîner substantiel, le Bambara, selon l'usage, vint présenter au marabout une calebasse pleine d'eau. Le marabout se lava proprement les mains et se lissa la barbe. Puis, pour marquer sa satisfaction gastronomique, il émit par sa bouche, avec force détonation, le surplus de ses gaz stomacaux. « Seigneur, vous rôtez bien ce soir, dit le peul. Bonne digestion. Walayé, pardieu, s'écria le marabout. Toi, je veux que tu fermes hermétiquement ce qui te sert de bouche. Je vais demander à Dieu qu'il te... Avant qu'il ait eu le temps d'achever sa pensée, le Bambara l'interrompit. Maître, à ce que je vois, le rot a son siège dans le ventre. Voudriez-vous me dire où est situé le siège de l'esprit? Espèce d'orang-outan! Voilà ce qu'il en coûte de ne pas s'instruire comme nous. L'esprit, sache-le, est la chose la plus précieuse que Dieu ait donnée à l'homme. Le piédestal de cette merveille faculté se trouve dans la tête. Et le ventre? Rétorquèrent ensemble le Bambara et le peul. Ceux qui s'occupent de leur ventre sont comme des animaux. Et tel est votre cas à tous les deux. Les deux amis quittèrent le marabout. Une fois rentrés chez eux, ils donnèrent ordre à leurs épouses de ne plus servir aucune nourriture au marabout jusqu'à nouvel ordre. Le lendemain, le marabout passa sa journée sans manger. Après le coucher du soleil, il vit l'heure arrivée du dîner passée, sans que rien ne lui annonça qu'on pensait à le nourrir. Le marabout passa la nuit avec la plus mauvaise des compagnes, la faim. Elle le tracassa tellement qu'il ne put dormir un seul instant. Le lendemain, les pieuses modulations auxquelles il se livra dès l'aurore ne lui procurèrent toujours pas le moindre petit déjeuner. Sa pensée s'embrouillait. La brume envahit son esprit. À midi, le Bambara et le peul commandèrent à leurs épouses un petit déjeuner appétissant et vinrent l'offrir au marabout. Ils s'excusèrent d'avoir été retenus par leurs occupations champêtres et pastorales et lui demandèrent de pardonner la distraction trop prolongée de leurs épouses. Le marabout se jeta sur la nourriture et l'avala gloutonnement. Une fois bien restauré, il se leva et dit pieusement: « Ô Dieu, je te remercie de m'avoir assuré ma nourriture par l'entremise de l'agriculteur et de l'éleveur, et d'avoir ainsi donné à mon esprit toute sa lucidité. » Le Bambara posa alors à nouveau la question. « Seigneur, voudriez-vous me dire où se trouve le piédestal de l'esprit? »« Dans le ventre !» répondit cette fois le marabout. Merci Manel. Donc Amadou Hampâté-Bâ a l'air de donner raison aux Chinois qui se passent du cerveau et qui voient dans nos organes le centre de commandement. Sébastien Parnaudot, ça vous ennuie ça? Ou est-ce que finalement
ça ne dit pas la même chose que ce que disent les neurosciences, puisqu'on, je crois qu'on trouve des neurones à peu près, enfin pas dans tous nos organes, mais dans beaucoup d'organes, y compris dans notre ventre. Oui, oui, tout à fait. Alors, je vais revenir au ventre dans peu de temps, un petit crochet auparavant. L'esprit, pour les Grecs anciens, en tout cas certains, se situait dans le cœur. Alors, une des raisons pour lesquelles on peut placer l'esprit dans le cœur, c'est potentiellement parce que sous l'effet des émotions, on a le cœur qui bat plus fort. Donc, forcément, les émotions, l'esprit doivent se retrouver dans le cœur. Donc ça, encore une fois, c'est lié à notre système autonome dont on vous a parlé juste avant. Et en fait, je suis tombé sur un article hier, en fait, qu'une étudiante du laboratoire m'a signalé. Elle a eu raison de le faire. Il y a un article scientifique où, en fait, ils ont voulu tester le fait de savoir, ok, le cerveau est capable de contrôler le cœur via ses neurones du système sympathique. Est-ce que les battements du cœur sont capables de contrôler le cerveau? Est-ce que les battements du cœur vont être capables de déclencher des émotions? Et donc, ils ont réussi à trouver une méthode pour provoquer chez l'animal, donc chez la souris, pour permettre au cœur de la souris de battre à un rythme que les expérimentateurs ont décidé. Et donc, ils ont accéléré le pouls des souris expérimentalement. Et lorsqu'ils ont accéléré le pouls, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les souris déclenchaient des comportements de type anxieux et même craintif. Donc, comme quoi, le battement du cœur va aussi pouvoir contrôler les émotions qui sont pourtant générées par le cerveau. Pour revenir à l'histoire d'Amadou Hampâté-Bâ, qui parle ici du ventre, alors pareil, il y a toujours un lien entre la périphérie et le cerveau. Déjà, pour la sensation de faim de ce pauvre marabout, eh ben, il y a des hormones aussi qui sont synthétisées. Alors, pas que dans l'intestin. Il y a une hormone, par exemple, la gréline, qui va être synthétisée par l'estomac lorsque l'estomac est vide et qui va aller stimuler des neurones encore dans l'hypothalamus, toujours dans ce cerveau reptilien, un autre groupe de neurones, et qui vont provoquer la sensation de faim et vont provoquer le comportement de nutrition. Et à l'opposé, il va y avoir d'autres hormones, la leptine par exemple, qui est synthétisée par les tissus adipeux, ou bien des peptides qui sont aussi synthétisés dans l'intestin cette fois-ci, qui vont au contraire dire c'est bon, j'ai trop mangé, j'en ai assez, faut arrêter maintenant, et donc on s'arrête de manger. Et à côté de ça, parce que ça c'est juste pour la faim, est-ce que le ventre peut dicter par exemple les émotions, le stress? Alors il y a un point qui est important, c'est qu'effectivement les intestins comportent énormément de neurones. Il y a tout un tissu neuronal qui se trouve au niveau des intestins. Et donc, il n'y a pas que ça. Donc, ce tissu neuronal, il va envoyer des informations qui vont être remontées par le nerf vague et donc qui vont arriver jusqu'au cerveau. Mais il y a aussi des passagers dans ce système intestinal qu'on appelle le microbiote. On est peuplé de plein de bactéries qui vivent en symbiose avec nous. Et donc ça, c'est tout un pan maintenant, enfin de la recherche en neurosciences. Ça fait maintenant quelques années qu'il y a pas mal de gens qui se sont penchés là-dessus. Et je pense qu'on n'en a pas fini, mais ces bactéries, en fait, peuvent relâcher des métabolites, peuvent relâcher des peptides qui vont, eux aussi, signaler, envoyer certains signaux au cerveau. Et ce qui a été montré, par exemple, chez l'animal, c'est qu'on peut très bien transposer le microbiote d'un animal à un autre et voir si on peut modifier les comportements. Par exemple, on peut avoir un animal chez qui on aura généré expérimentalement un type de dépression, donc un comportement un petit peu déprimé, un petit peu anxieux, etc. Si on transfère le microbiote de cet animal à un animal contrôle, qui n'a aucun souci, cet animal contrôle se met à déclencher ces comportements de type anxieux, dépressif, etc. Donc là, il y a bien une information qui remonte vers le cerveau à partir du système intestinal. Et on n'a pas fini de démêler l'ensemble des mécanismes parce que là aussi, le nombre de médiateurs, il y a une interaction entre le système nerveux entérique, entre le microbiote, le nerf vague, le système sanguin. Donc, une combinatoire assez impressionnante qui aboutit à cette modulation des comportements par l'intestin. Et donc, Aurélien Chiang, ça ne vous surprend pas finalement que les dernières recherches en neurosciences en 2023 rejoignent les intuitions de la pensée chinoise d'il y a 4000 ans? Oui, tout à fait. Parce que les taoïstes, ils appelaient déjà le ventre le second cerveau,
il y a bien longtemps. Et ils avaient compris que les informations circulaient dans les deux sens et que c'est en intervenant sur le fonctionnement du ventre qu'on pouvait travailler et modifier le comportement du cerveau, et donc avec toutes les conséquences qu'on peut avoir. Et il faut se rappeler aussi que dans la pratique chinoise, la diététique est extrêmement importante, et il y a même des restaurants où il y a des médecins qui prennent le pouls du client pour savoir quelle serait la meilleure alimentation pour telle ou telle personne parce qu'il a un déficit dans le foie ou ailleurs. C'est quelque chose qui est très très présent dans la quotidienneté pour les Chinois. Même pour la cuisine quotidienne, on tient compte de la nature des aliments, de leur qualité en fonction de l'époque, de la saison et de la personne qui est plus ou moins yang ou plus ou moins yin et qui doit s'adapter à tel ou tel régime. Et je voudrais revenir sur un petit point amusant. C'est si on remonte l'histoire de l'origine des organismes vivants, et si on prend par exemple les vers, c'est avant tout un tube digestif. Or, dans l'évolution de ces vers, il y a quelques petits neurones qui sont installés le long du tube digestif. Et au fur et à mesure de l'évolution, ces neurones se sont multipliés et finalement, ça a donné un centre nerveux qui, pour nous, est devenu le cerveau. Alors, qu'est-ce qui était le plus important? On rejoint ce mythe africain, cette histoire africaine, où l'important, c'est finalement bien le ventre. Vous qui avez la double culture, on voit qu'il y a beaucoup de passerelles, et puis en même temps, ce sont quand même deux mondes assez distincts. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour les enrichir mutuellement? Comment parvenir à nouer davantage de dialogue entre les neurosciences et la pensée chinoise? Laisser le temps faire les choses. Ça prend beaucoup de temps, parce que... C'est vrai que pendant longtemps, nos deux civilisations, on avait très peu de passerelles, finalement. C'est assez récent qu'on se mélange. J'ai présenté un exposé en géopolitique, d'ailleurs, plus qu'en médecine, sur le fait que l'évolution de l'homme, depuis Homo sapiens, a fait en sorte que deux centres culturels se sont créés, une en Méditerranée, où ont émergé les philosophes grecs, puis romains, et à la même c'était deux millénaires et demi avant notre époque. Et en Chine, il s'est passé la même chose. Il y a eu un centre qui a émergé avec Confucius, Lao Tzu, Sun Tzu, également 2500 ans avant notre ère, enfin avant l'époque actuelle. Donc ces deux centres ont émergé et ont évolué encore pendant plus de 2000 ans avant qu'ils ne se rencontrent il y a à peine 3-4 siècles. Donc vous voyez, ces évolutions sur la façon dont nous nous comportons, la façon dont nous vivons, la façon dont nous voyons nous-mêmes en tant qu'humains, eh bien, ça a évolué de façon très très différente, et c'est pas étonnant qu'il y ait des différences de façon de voir les choses, de se concevoir, de comprendre sa propre existence et sa propre identité. Merci beaucoup. Et donc on voit que le métissage est en cours, et donc il n'a qu'à se prolonger, et les idées vont s'enrichir les unes et les autres. Oui, cette rencontre est récente. Très bien, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie.